L'intelligence artificielle, selon Woody Allen, se définit comme le contraire de la bêtise naturelle. Alors concernant donc l'IA, force est de constater que depuis de nombreuses années, depuis les années 2000, le domaine s'amplifie, une course mondiale à l'innovation. Madame, monsieur, bonjour, merci en tout cas d'être aussi nombreuses et nombreux à nous suivre et à vous être inscrits aujourd'hui sur un sujet tout à fait passionnant. Merci également à nos amis les émotionneurs. C'est une dernière, sans doute, sur ce plateau. On vous retrouvera, vous verrez, dans d'autres conditions en début d'année 2024. Merci à nos intervenants en duplex, en direct sur ce plateau. Nous allons les rejoindre très très rapidement. En effet, l'intelligence artificielle n'en finit pas d'alimenter les chroniques numériques de notre société, tant elle est vaste, passionnante, porteuse d'espoir, tout en suscitant aussi de nombreuses craintes. Alors bien évidemment, beaucoup de questions autour de l'IA, dans les territoires notamment. Est-elle une menace ou une opportunité? Quel atout, quelle crainte, quelle stratégie, quel impact, quels prérequis, qu'est-ce que cela change au sein des collectivités territoriales? Les questions d'éthique sont également posées. C'est pour tenter de trouver quelques réponses à l'ensemble de ces questions que Mission Écoterre France et Territoires Numériques, en association avec les émotionneurs, vous propose aujourd'hui cette table ronde Intelligence artificielle et territoire, usages et enjeux éthiques. Alors avant de rejoindre nos intervenants, ils sont là, ils attendent. Ils ont beaucoup de patience, ils sont extrêmement sages. Aujourd'hui, nous avons des responsables d'entreprises, élus, Banque des territoires, cadres territoriales et avocates. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions. J'ai un retour ici et on s'en fera bien évidemment l'écho auprès de nos intervenants que je rejoins très rapidement. Alors nous avons Jeanne Carès-Deboc, que nous connaissons bien, à la Mission Écoterre, responsable innovation et données territoriales de la Banque des territoires. Jeanne, bonjour. Elle est là? Oui. Bonjour à tous. Bonjour Jeanne. Audrey Morel, que nous connaissons également très bien à Mission Écoterre, qui est avocate associée chez Inlo. Audrey, bonjour. Bonjour. Pierre Ferrari, directeur général des services à la mairie d'Audruc. Alors Audruc, c'est dans le Pas-de-Calais. Je recommande vivement, je ne le répéterai jamais assez, j'ai une affection très particulière pour les Hauts-de-France. Audruc dans le Pas-de-Calais. Bonjour Pierre. Merci Alain, bonjour à tous. Patrick Molinos, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge des transitions numériques, de l'innovation, des politiques européennes, des actions internationales et de l'export. Et je rajoute vice-président de la Mission Écoterre, c'est très important. Patrick, merci, vous avez un agenda très serré et on vous remercie vraiment vivement d'être parmi nous cet après-midi. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Patrick. Et alors, à mes côtés en plateau, Vincent Dano, qui est Technology and Ecosystem Director chez Huawei. Bonjour Alain, bonjour à tous. Bonjour, je prononce bien Huawei, c'est bien ça? Parfait. Et Eric Vedel, qui est directeur activité de conseil auprès des RSSIS chez Cisco. C'est bien ça. Je prononce aussi bien. Parfaitement. Ils sont là, ils sont sages. Mais on va accélérer les choses maintenant et on va rentrer, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, dans le vif du sujet. Je vais commencer par Eric. Alors Eric, quelques mots rapides sur Cisco. Et alors, si j'ai bien compris, lorsque nous avons préparé ce plateau, le Big Data fait référence au stockage et au traitement des données massives, tandis que l'IA, l'intelligence artificielle, est ce qui permet de leur donner du sens. Alors, concernant l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on réellement et comment coexistent Big Data et IA? Alors, merci pour la question. Et oui, donc, deux mots pour Cisco, donc entreprise leader dans le domaine des technologies de l'information. On va fêter nos 40 ans l'année prochaine. Donc voilà, moi, ça fait de longues années que je suis dans cette société qui s'est beaucoup transformée et vraiment avec une emphase très très particulière sur les enjeux de la sécurité des technologies de l'information. Alors, en ce qui concerne la question, alors c'est une bonne question et je pense que c'est important de reposer en fait les bases. Donc et ne pas faire une confusion entre les données, en fait le big data et l'intelligence artificielle. Ma manière de voir les choses, elle est assez simple en fait. Le big data est là pour vraiment gérer et stocker la donnée en fait, la structurer
dans des gros espaces de stockage. Et l'IA, quant à elle, elle va donner sens à cette donnée. Elle va lui faire parler. Elle va lui faire dire des choses. Donc, ce sont vraiment deux notions qui sont intrinsèquement liées, puisque on alimente des algorithmes d'intelligence artificielle avec ces données qui sont stockées dans des espaces de stockage assez volumineux. Donc voilà, donc c'est vraiment intrinsèquement lié. Petite analogie, vous voyez un petit peu en gastronomie, vous avez des ingrédients, vous avez une recette et vous allez en faire le meilleur mets possible, imaginable. Et les restaurateurs vont pouvoir aussi améliorer en fait ces recettes de cuisine. Donc plus la donnée est riche, plus la donnée est pertinente, plus les algorithmes d'intelligence artificielle vont pouvoir s'adapter et donner des résultats qui seront remarquables. Alors concernant la donnée, bien évidemment, on en parlera avec Jeanne tout à l'heure et elle nous expliquera comment la Banque des territoires accompagne les territoires. Eric, les données sont-elles essentielles pour entraîner le fameux modèle de l'IA ? Elles sont fondamentales, donc bien évidemment, parce que il n'y a pas d'IA sans données. Donc, et nous, on en est intimement convaincus. On vit dans un monde numérique qui est très, entre guillemets, verbeux, en fait. Donc, on est submergé par de la donnée. Nous, en tant qu'experts dans le domaine de la cybersécurité, on doit gérer des quantités colossales d'informations. Et l'humain ne peut plus gérer en fait cette donnée par lui-même. Donc on est obligé d'utiliser ces données, d'utiliser ces algorithmes en fait qui vont pouvoir prédire en fait des événements, qui vont pouvoir classifier des informations pour le bien et pour la sûreté de tout le monde dans ce monde numérique dans lequel nous vivons. Alors, à vos côtés et à nos côtés, je le disais, Vincent Dano de chez Huawei. Quelques mots sur votre entreprise, si vous voulez bien. Et alors, l'IA, alors, c'est pas nouveau, explose. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de l'IA, à tous les niveaux d'ailleurs. Et tant mieux sans doute, en particulier, l'IA explose en particulier grâce, on le disait, aux données disponibles, l'ère du fameux big data et aux capacités de calcul incroyables. La machine apprend à partir d'exemples, c'est bien ça. Et comment à partir d'exemples? Concrètement, j'arrive pas bien à saisir. Alors, tout d'abord, concernant Huawei, c'est une entreprise qui est principalement connue du grand public pour les smartphones, mais c'est une entreprise qui a aussi une offre de solutions en B2B, par exemple sur le cloud ou sur les énergies renouvelables. Et une chose assez méconnue, c'est l'entreprise qui est le deuxième investisseur en R&D au monde. Donc Huawei a une capacité de R&D qui est juste incroyable. Et puis, comme nous nous adressons aujourd'hui aux collectivités locales, je peux mentionner que Huawei a fêté ses 20 ans de présence en France et dispose de 5 centres de R&D répartis sur le territoire et construit actuellement une usine en Alsace. Maintenant, venons-en à notre sujet, Oui. l'intelligence artificielle. Donc la première remarque qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas un sujet nouveau. C'est une discipline qui a été établie dans les années 50. Mais récemment, on entend beaucoup parler de ce sujet parce qu'il y a des résultats plus ou moins spectaculaires et très médiatisés. Donc l'intelligence artificielle, en réalité, ça recouvre un certain nombre de techniques. C'est un concept assez vague. Il y a une famille de techniques qui s'appelle le machine learning, qui est cette famille qui produit ces résultats spectaculaires ces derniers temps. Et alors en quoi ça consiste? Le machine learning, c'est la faculté qu'a le logiciel d'apprendre sur la base d'exemples. Et pour pouvoir fonctionner, il y a deux requis principaux. Ce logiciel a besoin d'apprendre sur la base de beaucoup d'exemples. D'où le lien avec le data, le big data. Et aujourd'hui, on dispose de plein de données. Ça fait plus ou moins 20 ans qu'on collecte des données à tout va. Donc on dispose d'énormément d'exemples pour alimenter l'intelligence artificielle.
Le deuxième facteur, c'est que ce n'est pas le tout d'avoir des données, encore faut-il être capable de les processer. Et on a la chance de disposer aussi des capacités de calcul qui permettent de processer toutes ces données. Donc, la raison pour laquelle on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on obtient des résultats grâce à ces avancées, la disponibilité des données et les capacités de calcul qui sont finalement relativement récentes comparées à la discipline en tant que telle. Alors, la donnée, l'intelligence artificielle, et là je m'adresse à Jeanne Carrez de BOC pour la Banque des Territoires. Jeanne, je vous cite, pour faire de l'IA, les collectivités ont besoin de monter en maturité sur les sujets liés à la donnée. Et la Banque des Territoires, je le disais en préambule, les accompagne, donc très important pour les territoires qui sont aujourd'hui à notre écoute. Oui, en matière de gestion des données territoriales, on voit en France des différences sur la taille des collectivités. On voit bien qu'il y a des métropoles qui ont de nombreux projets data, de nombreux, qui ont aussi des projets d'intelligence artificielle, et j'y reviendrai ensuite. On voit un intérêt de plus en plus fort sur ces questions. On a plusieurs centaines aujourd'hui de projets data en France. On a des collectivités moyennes, plus petites pionnières qui lancent des projets très structurés. On peut parler de Saint-Nazaire, de Châlons-en-Champagne. On a des acteurs de la mutualisation, des syndicats mixtes, des syndicats d'énergie numérique, des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté, pour ne pas la citer, qui accompagnent beaucoup les plus petits territoires sur ces sujets de la donnée. Et on voit aussi beaucoup de collectivités moyennes, petites, pour lesquelles il y a un certain nombre de freins. Elles peuvent manquer d'acculturation, de connaissance des apports potentiels de la donnée, de se dire quel cas d'usage je fais, souvent un manque de compétences en interne, un manque de temps. Beaucoup pointent, on est partenaire de Data Publica, qui est une association, qui est un observatoire sur la donnée, et on voit que quand on demande aux collectivités locales qu'est-ce qui vous manque pour lancer des projets, on en a plus de 60% qui répondent on manque de compétences et on manque de temps. Et pour lever ces freins, en fait, à la Banque des Territoires, on a mis en place un parcours d'accompagnement des collectivités locales allant de la sensibilisation, justement pour répondre au sujet de manque d'acculturation. Donc là, par exemple, on a produit une note avec la Poste. C'est une note de conjoncture qui s'appuie sur les résultats du baromètre de Data Publica et qui présente pas mal de cas d'usage data, qui parle aussi d'intelligence artificielle, de cybersécurité, et qui présente également de nombreux cas d'usage data au service de la transformation écologique. L'idée par cette note, c'est de donner envie. Et puis, on a aussi un accompagnement personnalisé des collectivités locales via le cofinancement d'études ou la mise à disposition de jours-hommes de conseils. Et donc là, on s'adapte aux projets des collectivités qui peuvent être, je veux faire un peu un diagnostic data, ou bien je veux développer un premier cas d'usage, mettre en place un cas d'usage, ou bien je suis un peu plus mûre et là, je veux vraiment définir une stratégie. Ou enfin, je voudrais me doter d'une plateforme de données. Est-ce que vous pouvez m'accompagner à rédiger un cahier des charges, quoi. Voilà ce qu'on fait sur ces sujets data pour les collectivités. Merci Jeanne. On y reviendra. Alors, on va faire un petit saut dans le Pas-de-Calais avant de rejoindre la Bourgogne-Franche-Comté. Vous verrez, je parlais des Hauts-de-France, mais en Bourgogne-Franche-Comté, il se passe aussi de très 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 belles choses au niveau de l'IA. Pierre Ferrari, je le rappelle, vous êtes directeur général des services à la mairie d'Audruc, dans le Pas-de-Calais. Comme nous tous, on a beaucoup échangé, vous et moi, sur l'IA. Comme nous tous, vous êtes sensibles à la problématique de la donnée, hein, on vient de l'évoquer. N'a-t-il pas un phénomène, finalement, Pierre, d'acculturation de l'IA lorsque l'on gère un territoire comme le vôtre? Ça ne doit pas être simple, non ? D'abord, vous dire que les collectivités comme les miennes, les petites et moyennes collectivités, sont très sensibles aux enjeux numériques de manière générale, de modernisation, évidemment, d'inclusion numérique sur nos territoires de manière générale, donc de données également. La data est un enjeu fort sur nos territoires. Et puis arrive aujourd'hui l'IA.
une nouveauté pour nous sur nos territoires, et que le premier des enjeux pour nous en tant que techniciens, vous le savez bien, c'est convaincre nos élus, comme on l'a fait sur la cybersécurité ou sur d'autres enjeux. Donc aujourd'hui, on en est là, convaincre nos élus, convaincre nos agents de l'intérêt d'investir sur les enjeux d'IA pour ne pas prendre de retard et essayer de conserver le temps d'avance qu'on peut avoir sur d'autres collectivités. Aujourd'hui, dans une collectivité comme la mienne, on en est là. Il faut se saisir de cette opportunité avec les atouts qui sont présents autour de nous, et la Banque des territoires nous aide à avancer en ce sens. Mais moi, j'insiste sur l'importance vraiment de convaincre les élus du territoire de l'importance d'investir sur l'IA, et puis évidemment les agents des collectivités. Vous savez qu'on travaille de plus en plus en transversalité, avec cette volonté de se moderniser. On doit répondre à des cas d'usage très précis, on en reparlera sans doute un peu plus tard, mais l'enjeu numéro 1, c'est convaincre et encore convaincre. Un peu comme démocratiser l'intelligence artificielle dans les territoires, c'est votre mission, Pierre? C'est l'objectif premier. Oui, c'est vrai qu'on doit faire le lien avec l'ensemble des acteurs des territoires, du territoire, essayer de les fédérer, de les emmener sur des enjeux qui comptent pour eux, des enjeux sur lesquels finalement il y a des investissements importants à faire. Vous savez que la commune d'Audruc, comme les communes du Calaisis, dans lesquelles je me trouve aujourd'hui, ont été impactées par les inondations. Pourquoi pas demain réfléchir ensemble à des outils de prédiction justement liés aux phénomènes météo. Je me suis rendu comme vous, Alain, sur le Salon des maires. C'était l'un de mes enjeux de rencontrer des acteurs du numérique qui sont en capacité de proposer ce genre de service. On doit être dans des cas vraiment d'action, des cas d'usage très concrets, très pratiques pour nous aujourd'hui. Alors, action, Patrick Molinos n'en manque pas, avec, je le répète, un agenda hyper chargé. Patrick, vous avez mis en place, donc en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez mis en place l'ARNIA, qui est l'agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. Vous en êtes d'ailleurs le président. Pourquoi avoir mis en place cette structure et quelle est sa vocation ? Alors, cette structure, en réalité, elle prend la suite d'une autre structure qui donc lui préexistait, qui était un groupement d'intérêt public aussi, qui avait eu comme première mission de démocratiser l'utilisation des plateformes de marché dématérialisées il y a 15 ans. Et puis progressivement, nous avons élargi le champ d'intervention en matière numérique pour accompagner les petites collectivités à l'appropriation des outils numériques et à la mise en œuvre des obligations légales et réglementaires qui n'ont cessé de s'additionner depuis. Ça nous a amené à avoir aujourd'hui près de 1900 adhérents, ce qui est bien, et en même temps ce qui n'est pas la totalité des collectivités de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a un peu moins de 4000 communes sur le territoire. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler à l'accompagnement et à la démocratisation du numérique en général pour des acteurs qui n'ont aucune compétence, aucune ingénierie en interne. Et lorsque je prends la charge du numérique en 2016-2017, l'outil était à un tournant, on fonctionnait dans un mécanisme de partenariat public-privé dont je pense le plus grand mal en général. On a dû changer de modèle, faire pas mal d'économies de ce fait, et également se poser la question de, puisqu'on est en train de fibrer la France, puisque le très haut débit va arriver partout, puisque le numérique est complètement désormais sorti du champ purement professionnel pour envahir la vie quotidienne de nos concitoyens, il est important de créer un interlocuteur public capable de comprendre les enjeux et de les partager au moment même où l'État faisait le choix de fondre son agence du numérique dans la NCT, qui était un choix que je trouve toujours d'ailleurs assez dommage. Et donc le cœur de la réflexion, c'était il faut une parole publique d'intérêt général pour aborder ces sujets qui ont été pendant des décennies des sujets purement tech, qui ont envahi le champ démocratique et citoyen, sans qu'on s'en aperçoive et sans que le politique ne prenne réellement la mesure des choses. Donc, si vous voulez, la philosophie centrale
de l'objet Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, c'était ça. Et j'ai tenu à ajouter et l'intelligence artificielle à l'époque contre l'avis d'un certain nombre de mes collaborateurs ou collègues d'ailleurs, parce que j'avais le sentiment qu'on était sur le point de nous rendre compte qu'il se passait des choses extrêmement dangereuses, et nous sommes en train de nous rendre compte très concrètement que ces choses dangereuses deviennent réalité pas chaque jour, mais presque, qui passe. Alors, dangereuse, on va l'évoquer bien évidemment. Patrick Molinos, pour vous, le numérique et l'intelligence artificielle, je vous cite, vont bientôt diffuser sur une grande partie de l'écosystème régional notamment, mais justement, on y vient, mais attention, il faudra que ce développement se fasse sous contrôle démocratique. Comment vous voyez ça, sous contrôle démocratique ? C'est tout l'enjeu. Hein. Le véritable problème, c'est que ceux qui ont rêvé Internet à l'origine, qui sans doute ne résume pas la problématique intelligence artificielle à lui seul. Un certain nombre de ceux qui ont développé ça, je ne parle pas de l'armée américaine, je parle après des espoirs qui sont nés. Il y a eu une vision un peu idéaliste des choses où on pensait que cet outil serait un outil de liberté absolue, de partage de la connaissance extraordinaire, ce qu'il est. Mais ils avaient juste pas vu ou pas voulu voir ou pas anticipé la face sombre de l'affaire, qui fait qu'aujourd'hui, comme beaucoup, je pense que les réseaux sociaux et le numérique portent le meilleur et le pire. Et le pire, c'est une vraie menace sur les équilibres démocratiques. Et donc, il faut trouver les moyens de la prise de conscience politique et du contrôle démocratique. Comment on fait ça? C'est votre question. On fait ça sans doute en augmentant le niveau général de compréhension du sujet pour la population générale. Il y a une question d'éducation, il y a une question de compréhension globale de ce qui se passe. Un peu comme lorsque l'imprimerie est née, ça a créé beaucoup de peur aussi. Différemment évidemment, parce que l'ampleur n'est pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut un contrôle démocratique sur ce que sont ces outils, ces mécaniques d'intelligence artificielle, ces algorithmes. Si on ne sait pas quel est le biais de l'algorithme, quelle est sa finalité, qu'est-ce qu'il est capable de faire, s'il n'y a pas de réflexion politique avant la mise en œuvre d'un algorithme, qu'on laisse ça uniquement aux entreprises, le risque est que la chose réponde à l'objectif de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise, c'est pas forcément l'intérêt général, c'est pas dans sa génétique. Donc, il faut que quoi qu'on raconte, il faut que l'on soit en capacité de contrôler de comprendre, éventuellement de contrôler ce que sont ces algorithmes, où ils nous emmènent pour pouvoir en contrecarrer les effets. La technologie en tant que telle n'est ni bonne ni mauvaise. Ce que l'on en fait, en revanche, est un sujet. Marie Curie, elle n'envisage pas Hiroshima. Patrick, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette IA qui explose de jour en jour? Est-ce qu'on peut en faire une cause nationale avec peut-être un Grenelle de l'IA dans quelques mois, dans quelques années, pour remettre tout ça au cœur même de notre système actuel? Peut toujours se lancer, oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. Lancer un Grenelle, c'est une expression. L'enjeu n'est même pas national. Enfin, il est, à mon avis, européen d'abord. Il est d'abord européen. À nous tout seuls, je ne suis pas certain qu'on arrivera à tout relever. On a beaucoup de sujets autour de l'IA qui vont des matériels même, les puces, évidemment, jusqu'au contrôle. Ou encore une fois la transparence de la création des algorithmes et de leurs effets. Alors est-ce qu'il faut un Grenelle, je sais pas comment l'appeler, mais il faut une prise de conscience politique qui commence. Enfin, je veux dire, elle n'est pas, elle existe, elle monte. L'Union européenne s'interroge et travaille. Et la France doit le faire aussi. Et comme la France est un acteur majeur dans l'Union, peut-être doit-elle prendre le lead ou prendre une part plus importante sur ce sujet. Mais c'est un sujet absolument majeur, absolument majeur. Du plus haut niveau de responsabilité et de décision politique jusqu'au niveau le plus proche
de nos concitoyens, c'est-à-dire du maire et du conseiller municipal jusqu'à la présidente de la Commission européenne, au président du Parlement européen. Il faut que cette prise de conscience soit diffusée, infusée, et qu'elle produise des résultats derrière. À certains égards, on pourrait presque se demander s'il n'est pas trop tard. Alors j'ai une question, pas une question. Des dégâts importants ont déjà eu lieu, et si la polarisation générale du débat public n'est pas sans lien avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, les réseaux sociaux, les mobilisations. C'est-à-dire que le monde numérique doit être régulé de la même manière que le monde réel, parce que ce qui se passe dans l'univers numérique se traduit ensuite dans le monde réel de manière, comment dire, c'est pas une bonne expression, mais sonnante et trébuchante, ou en tout cas parfois avec fracas. On peut prendre plein d'exemples, les gilets jaunes, l'attaque du Capitole, sans doute l'attrait pour un débat fragmenté, exagéré, la montée du complotisme. Enfin, qu'un abruti nous explique que la Terre est plate au café du commerce alors qu'il est sous un samedi matin ou un dimanche matin en 1950, ça n'impacte que ses 5 ou 6 amis. Le même qui met ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui touche des millions de personnes, vous savez ça par cœur. Nous n'avons pas mesuré à quel point cela menace la démocratie. Alors, justement, une question, le cadre, on me dit, le cadre réglementaire RGPD, DSA n'est-il pas là pour réguler l'usage technologique ? On va voir qui va répondre à cette question. Patrick, oui, vous voulez répondre ? Non, voilà, non, parce que justement, j'ai un petit mot pour vous, tout à fait d'accord avec M. Molinoz. J'aborde ce thème dans notre programme d'inclusion numérique à la CA Paul Béarn. Ça, c'est pour vous, Patrick. Donc, on garde en suspens le cadre réglementaire RGPD qui n'est pas là pour réguler l'espace technologique. C'est une question. Vincent, alors on parlait, Patrick, à juste titre, nous parlait de ses craintes, mais aussi de ce qu'il fait et de ce qu'il a mis en place en région Bourgogne-Franche-Comté. Vincent, finalement, quels sont les risques, selon vous, de l'IA et ses limites ? Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il y aura des limites ? Alors, je ne vais pas aborder la notion, enfin les utilisations mal intentionnées. C'est un sujet à part qui peut être couvert par le législateur. Bien sûr. Mais je vais m'adresser aux gens qui veulent déployer une IA avec les meilleures intentions du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans cette configuration, une intelligence artificielle n'a pas de notion de bien, de mal, de vrai, de faux. En fait, l'intelligence artificielle se contente, je dirais, entre guillemets, de donner une réponse qui est hautement probable, qui est hautement plausible, au vu des exemples qu'elle a utilisés lors de son apprentissage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? D'une part, c'est hautement plausible, donc c'est statistique. Et d'autre part, ça dépend des exemples qui lui ont été donnés lors de l'apprentissage. Donc si les exemples sont eux-mêmes erronés ou biaisés, la réponse aura toutes les chances d'être erronée ou biaisée. Moralité, l'IA, c'est pas magique. Ça peut donner une réponse qui n'est pas la réponse que l'on attendrait idéalement. Alors peut-être ce n'est pas dramatique. Peut-être la conséquence de la rare fois où la réponse n'est pas correcte et finalement largement compensée par toutes les fois où c'est très correct. Simplement, il faut garder ça en tête et envisager la possibilité que le retour d'une IA ne soit pas celle que l'on souhaiterait. Et prendre les mesures, si nécessaire, qui vont bien dans ce cas-là. Donc je pense que pour une utilisation raisonnée de l'IA, si on a bien intégré ce concept, on a déjà fait un grand pas. Alors, les remèdes,
je lance ça pour vous tous, hein, on va continuer, on va avancer sur cette thématique-là. Est-ce qu'il y a des remèdes, selon vous, aux craintes qu'a évoquées Patrick Molinos et aux craintes que nous avons? Eric, est-ce qu'il y a finalement plus d'avantages que d'inconvénients dans l'IA? Alors, il y a plusieurs réponses à la question et je rebondirai également sur ce qu'a dit Patrick. Donc déjà, si on repart en fait de la genèse en fait de l'IA, comme tu l'as dit, c'est pas nouveau. Nous, en tant que défenseurs en fait dans le domaine du numérique, on utilise ces algorithmes depuis des dizaines d'années. Aller détecter des comportements malicieux, aller détecter des chaînes de caractères, aller détecter des emails frauduleux, de spam, de phishing, d'hameçonnage, etc. Ça fait très longtemps qu'on l'utilise, ça fait plusieurs décennies. Alors, bien évidemment, ça a des avantages considérables pour diminuer le bruit, en fait, dans les centres d'opération de sécurité. Donc ça, c'est le premier point. On détecte plus vite, on détecte mieux et on est mieux protégé. Il y a eu un phénomène qui est apparu en fait le 30 novembre 2022 qui est la mise à disposition de ces Large Language Modeling de la société OpenAI qui a bouleversé un petit peu les choses. Avec une course effrénée à ces agents conversationnels, à ces robots conversationnels. Donc, on a eu Google avec Bard, on a Anthropic avec Claude 2, etc. etc. Donc, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, ça va pouvoir aider, et là on est toujours dans les avantages de l'intelligence artificielle, ça va aider en fait les gens à avoir une réponse la plus adaptée en cas de détection d'un événement malicieux dans un système d'information. On va guider les personnes. J'ai vu cette information arriver dans cette boîte email, je sais que c'est malicieux. Ce que je recommande de faire, c'est de bloquer dans les organisations et d'avertir telle personne. Donc, en fait, c'est une intelligence augmentée en fait, pour les experts de sécurité dans les centres opérationnels. Donc ça, vraiment du positif. Après, les acteurs malveillants, les assaillants, il faut bien évidemment comprendre qu'ils utilisent ces technologies en fait, pour être plus pertinents, plus efficaces. Donc, il y a des variantes en fait de ChatGPT, il y a FraudGPT, WormGPT en fait qui ont émergé et qui vont assister les acteurs malveillants à développer plus vite et pour contourner en fait les systèmes de protection. Donc voilà, il faut en être conscient et à la limite c'est normal comme toute nouvelle technologie. Après, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie danger dans la démocratie, il est extrêmement important de réguler en fait. Donc aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, il y a cet IA Act en fait qui a émergé, donc ils ne sont pas encore d'accord, ils ne sont pas tombés d'accord sur un texte. Il y en a qui veulent réguler la technologie, mais d'autres veulent réguler les usages qui en sont faits. Donc je pense que c'est extrêmement important. Donc tous les gouvernements, enfin au moins dans l'Union européenne, les 27 membres sont au fait de ça. Le seul message que je dirais, c'est qu'il ne faut pas il faut aller très vite. Parce que la technologie va vite, elle. Donc, elle ne nous attend pas. Elle ne nous attend pas, en fait. Donc, si derrière la bureaucratie, la technocratie derrière ralentit, on peut avoir des effets extrêmement pervers et dangereux, en fait, pour notre société. Alors, l'éthique, l'encadrement, et là, on va se tourner vers l'avocate Audrey Morel, qui très gentiment patiente. Audrey, la question de l'éthique, et on l'a vu, est essentielle. On l'évoque tous et toutes, bien évidemment. Selon vous, comment l'IA doit être encadrée? Est-ce qu'il faut voir avec le législateur? Comment ça va se passer? Parce que là, on est dans un flou totalement... Oui.
Alors, c'est vrai que le droit évolue rarement aussi vite que la technologie. Et du coup, c'est vrai qu'on est tout souvent, quand il y a des booms, effectivement, autour de la donnée, dans une période de flou, où on est tous convaincus des effets d'aubaine de l'IA sur l'amélioration des services publics, sur l'amélioration des compétences locales. Et en même temps, ce qui fait peur, justement, c'est cette absence de cadre normatif qui régit les conditions de recours à l'IA, la manière aussi dont se construisent les algorithmes et quid en cas de décision qui serait prise justement sur des biais algorithmiques, qui est responsable. Et ça, effectivement, quand on est décideur public, on est obligé d'anticiper ce point. Le cadre normal aujourd'hui, il est bien, entre guillemets, encore en France, il n'est pas établi. On a tous en tête qu'en 2022, l'État a incité pour l'IA pour la gestion des services publics, mais dans un cadre de transparence et de confiance. Alors là, il est en cours d'émergence au niveau européen, mais ça prend. Et donc, dans cette alternative, l'enjeu pour les territoires, c'est effectivement de se poser les bonnes questions sur l'usage. Donc, la culturation, en fait, et je rejoins ce qui est par Jeanne et Pierre, c'est la culturation des agences, ce qu'est l'IA, à quoi ça peut servir, dans quel cadre il faut recourir. Ne pas croire que l'IA peut remplacer souvent l'intelligence humaine et faire preuve de vigilance quant au recours à cette technologie cible, comme la santé, la justice ou autre. Et surtout, comme l'IA brasse beaucoup plus de données personnelles, il y a des questions de est-ce que les moyens que je mets en place sur mon territoire protégé, les données personnelles sont suffisamment fiables et suffisamment sécurisées. Donc, en attendant que les choses évoluent au niveau européen, il y a un certain nombre de points de vigilance et de mesures qu'on peut anticiper au niveau national et local. Après, le cadre européen, tel qu'on le voit émerger progressivement, et ça prend du temps, parce que tous les pays ne sont pas d'accord entre eux, et notamment la France fait partie des pays qui ont été jusqu'alors plus ou moins réticentes à renforcer justement le cadre normatif à ce sujet, pour pas justement être en retard d'un point de vue technologique. Donc l'objectif, c'est surtout d'instaurer davantage de transparence justement sur la manière dont sont conçus les algorithmes, sur les différents types d'IA. Il y a ce qu'on appelle l'IA sensible et l'IA générative, de mettre en place des règles de gouvernance justement de l'IA et de renforcer la sécurité, la fiabilité justement des systèmes de contrôle sur ce sujet. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors l'avantage, c'est que quand le règlement européen sera sorti, il s'appliquera de manière directe au niveau national. Ce ne sera pas une directive où il n'y aura pas de tronc. Donc entre guillemets, à sa tort dans ce cadre qui peut-être permettra de rassurer à la fois les décideurs et à la fois ceux qui sont concernés par les décisions prises sur le cadre de l'IA. En attendant, on a vu aussi émerger quand même, il faut le dire, un accord entre États membres, entre 18 États membres dans le monde entier, sur des lignes directrices, alors qui ne sont pas contraignantes, encore une fois, mais qui visent quand même à imposer un peu plus de transparence et de sécurité justement sur ce sujet. Voilà, donc reste à voir comment ça va être transposé, comment ça pourra inspirer justement l'élaboration du règlement européen. Mais il y a des choses qui avancent quand même progressivement. Alors, merci Audrey. Alors, avant de revenir sur les territoires, plus précisément chez Pierre Ferrari et Jeanne, Patrick Molinoz, le professeur Yoshua Bengio, j'espère que je prononce bien, de l'Université de Montréal, dirigera la rédaction d'un rapport sur l'état de la science concernant les capacités actuelles des systèmes d'intelligence artificielle d'avant-garde, leur orientation et les risques qu'ils comportent. Celui-ci sera publié lors du prochain sommet de la sécurité de l'IA qui se tiendra en France. Vous voyez, je parlais de Grenelle. Il y a un sommet qui se profile chez nous en France en 2024. Que peut-on attendre de ce genre de rapport et quel impact sur l'industrie? En tout cas, Patrick, que peut-on attendre de ce genre de rapport? Précisément, je ne sais pas comment vous répondre sur le travail qui va être conduit là, évidemment. Mais plus globalement,
toutes les initiatives qui concourent à une meilleure prise de conscience politique des enjeux qui se cachent derrière la technologie est bienvenue. La question derrière, c'est de pouvoir voir comment on transforme ces essais ou ces réflexions en actions politiques. J'ai entendu l'intervenant tout à l'heure expliquer les technologies pour détecter les mails frauduleux, les attaques, etc. Enfin, tout ça, c'est parfait, intéressant, nécessaire, indispensable, tout ce que vous voulez. Mais le sujet qui me semble encore plus important que celui-ci, c'est la relation de l'humanité à l'esprit scientifique, à la vérité et à la formation du coup d'opinions qui conduisent à des choix politiques éclairés. Et aujourd'hui, le système ne permet pas d'éclairer nos concitoyens. C'est impossible pour un concitoyen, pour un citoyen normal, de distinguer aisément une fake news, un deepfake de la réalité. Enfin, c'est juste. Et je reprends mon exemple qui est peut-être très café du commerce et très basique, mais la bêtise du café du commerce de 1950 n'avait pas d'impact au-delà de l'auditoire du café du commerce. Aujourd'hui, la bêtise du café du commerce devient même un argument commercial, mobilise des foules. Je regardais il y a quelques jours, je crois, une émission qui évoquait l'utilisation par la Chine de TikTok pour influencer son image internationale. On peut analyser la manière dont certains vecteurs d'opinion, influenceurs, chanteurs répercutent des choses absolument aberrantes, fausses. Je ne parle même pas du platisme, mais donc pour moi le danger il est là, et ça appelle une réponse qui est assez tous azimuts. C'est une question d'éducation, c'est une question de régulation technologique sans doute aussi. Donc tous les travaux qui concourent à identifier les risques et les biais sont bienvenus. Pardon si mes interventions cet après-midi ne montrent que la face cachée ou la face sombre du sujet. Ça n'est pas, quand je dis ça, pour desservir l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est éminemment nécessaire et que les apports dans une foultitude de domaines, mais prenons l'un des plus importants, la médecine, sont incroyablement utiles. Mais on ne peut pas regarder que les aspects positifs si on ne regarde pas en même temps les risques considérables qui sont liés dans un contexte géopolitique mondial dont chacun aura bien remarqué que depuis 24 mois, il ne va pas dans le bon sens. Patrick, merci. En tout cas, personnellement, je retiens votre exemple du café de commerce parce que vraiment, ça résume. Non, mais Patrick, ça résume tout. Vous avez tout à fait raison. Dans les années 50, ça n'avait aucune incidence de raconter du n'importe quoi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, tout peut aller extrêmement vite. On va resserrer sur les territoires si vous le voulez bien. Pierre, vous êtes dans un territoire rural. Il y a beaucoup de territoires ruraux dans cette merveilleuse région aussi qu'est la Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce que l'IA, selon vous, peut apporter à la gestion de votre territoire ? Alors, on va en parler, juste rebondir sur les propos de Patrick Molinoz et prendre l'angle citoyen, parce que ça n'a pas été évoqué, mais il y a un vrai lien avec l'éthique. Il y a un vrai besoin sur notre territoire de travailler la démocratie participative avec l'IA et l'implication citoyenne également avec l'IA. C'est comme ça qu'on pourra emmener nos concitoyens sur cet enjeu-là, et ça rejoint également l'enjeu éthique, parce qu'évidemment, si on met les citoyens au départ du projet d'IA sur un territoire, ils vont s'y impliquer et d'un point de vue éthique, ce sera beaucoup plus facile d'avancer sur le projet. Donc c'est pour ça que, comme de manière générale sur l'ensemble des projets numériques, il faut jamais oublier en termes de public cible, évidemment de parler des collectivités, des agents, des entreprises, mais l'humain et le citoyen au cœur du projet, c'est l'essence même finalement de ce qu'on souhaite mettre en œuvre sur nos territoires.
D'un point de vue de l'organisation et l'application de l'IA sur les territoires, bon, j'évoquais la prédiction notamment pour les enjeux climatiques chez nous, également la gestion de l'eau, la gestion énergétique. Il y a de multiples enjeux en termes de prédiction qui peuvent nous permettre de faire des économies. Voilà, c'est aussi un enjeu fort. On sait que les collectivités sont impactées depuis longtemps par les baisses de dotation de l'État. Voilà, il y a des coûts de fonctionnement qui augmentent depuis un certain temps et on est évidemment très sensible à toutes les économies possibles. On est attentif aussi aux enjeux de jumeaux numériques également et à toutes les expérimentations possibles avec l'IA sur nos territoires. À condition aussi de faire, on le disait tout à l'heure, beaucoup de pédagogie au niveau des personnels, des collectivités et au niveau des populations aussi, bien évidemment. Ouais, tout est lié, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est important vraiment que l'ensemble des acteurs du territoire soient sensibilisés sur ces sujets. On a réussi encore une fois sur la cybersécurité, sur la data, sur la modernisation des collectivités. De fait, ça viendra avec l'IA, mais le premier enjeu, ça sera vraiment de mettre nos concitoyens au cœur de cette démarche vers l'IA, avec des exemples très concrets, peut-être prioriser avec eux quelles doivent être leurs priorités, mais il faut vraiment les inclure à l'ensemble du projet. Alors avant de céder la parole à Jeanne Carès-de-Bock sur quelques initiatives liées au territoire, Pierre, restez avec nous. Comment à l'avenir, selon vous, former les élus et agents à la révolution de l'IA au sein des collectivités et déployer des outils comme ChatGPT en respectant les risques liés au RGPD? Pourquoi je parle et pourquoi ce téléspectateur parle de formation, car vous le savez aussi bien que nous, les élus ont beaucoup de mal à se former, parce que c'est souvent par manque de temps, bien évidemment. Donc si on parle maintenant de formation à l'IA, ça va être, me semble-t-il, très compliqué. Vous, en tant que DGS, comment vous voyez ça, Pierre Ferrari ? Par les expérimentations, par la capacité également d'avoir des formateurs qui adaptent des formations à nos élus, et puis évidemment de prendre l'angle territorial. Nous, aujourd'hui, on est sur un territoire, je vous parlais d'inondation tout à l'heure, donc on a beaucoup d'enjeux liés à l'eau, au curage des canaux, et puis on a des enjeux de développement économique. On a le Dunkerquois qui est juste à côté de chez nous. Vous savez que le Dunkerquois, dans les 8 ans qui viennent, c'est 30 000 emplois qui vont arriver sur nos territoires. Donc derrière, il y a des enjeux de mobilité, il y a des enjeux de logement, il y a des enjeux évidemment d'emploi. Voilà, à nous de se saisir des sujets des territoires en lien avec les sujets technologiques pour que finalement nos élus, nos agents puissent comprendre le pourquoi de notre action et de nos formations. Patrick Molinoz, je parlais de formation. Je disais, c'est pas un reproche du tout, que les élus ont bien de mal à se former par manque de temps souvent et de responsabilité. Et là, on nous parle de formation liée à l'IA. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord et pas d'accord. Le sujet, non mais évidemment il faut se former à l'IA, mais on ne demande à personne de devenir Einstein et on ne demande pas à un élu de devenir un technicien, surtout pas. Ce qu'il faut, c'est que les élus aient conscience des enjeux. Donc toutes les actions. Ça peut aller jusqu'à une formation si on veut, mais le meilleur ministre de la Santé n'a pas besoin d'être médecin. Ça se saurait. Donc le sujet n'est pas tant de former techniquement, c'est peut-être pas ce qui a été dit, les élus, que de s'assurer qu'ils prennent conscience que le sujet intelligence artificielle et données, ces deux sujets, et le sujet numérique, sont des sujets majeurs. Ça peut passer par diverses actions. On a déjà, si on regarde les collectivités qui ont sorti leur DSI du pôle moyens généraux, du truc qui n'est jamais regardé par les élus. À l'origine, c'est plutôt mis là. L'informatique, le numérique, c'est rangé avec le garage, quoi. Avec tout le respect qu'on doit avoir, et pour le garage, et pour l'informatique technique. Aujourd'hui, si on n'a pas sorti dans la gouvernance des collectivités le sujet numérique, des moyens généraux et des sujets techniques, ça veut dire qu'on n'a pas compris quels étaient les enjeux. Et quand bien même, quand on laisse encore, quand on divise, qu'on crée
des délégations numériques, mais qu'on laisse le fonctionnement, l'outil numérique au service de la collectivité dans ce pôle moyens généraux, à mon avis, on n'a pas tout compris. Et je vous dis ça alors qu'un certain nombre de structures dans lesquelles j'exerce n'ont encore pas fait ce chemin-là, pour diverses raisons. Voilà. Mais donc, former ceux qui veulent l'être parce qu'ils veulent devenir vraiment plus spécialistes, plus compétents dans le domaine, oui, bien sûr. Mais on ne formera pas un volume suffisant alors qu'on a vraiment besoin de sensibiliser à très grande échelle. Donc, c'est peut-être deux choses complémentaires. Jeanne, alors, juste une petite réflexion qui vient de tomber. Nous avons un module de formation sur ChatGPT, alors qui, je ne sais pas, sur ce qu'est l'IA et comment bien l'utiliser dans notre offre de formation, d'accord, inclusion numérique. Alors, nous sommes au ras des pâquerettes, mais c'est très, très important de travailler à la racine. Bon, Jeanne Carrez, est-ce que vous ressentez ou est-ce que vous avez écho de certaines initiatives d'IA dans les territoires, au niveau de la Banque des territoires qui accompagne, comme on le sait, fortement nos territoires? Oui, nous on voit que... Et d'ailleurs, je suis ravie que l'ensemble des participants parlent des risques et des enjeux de l'IA, parce que moi, je parle plutôt des usages et de ce qu'on voit. On voit que 2023, c'est vraiment marqué par le déploiement de projets variés d'IA dans les collectivités. Toujours l'Observatoire Data Publica que je cite, on voit qu'en 2020, on n'avait quasiment pas de projets utilisant l'intelligence artificielle dans les collectivités. On en avait une vingtaine en 2022 et en 2023 on en a 50. Enfin c'est à peu près, hein, c'est un ordre de grandeur. Et tous les secteurs sont potentiellement concernés. Donc Pierre, tu en as cité certains, et c'est vrai qu'on voit pas mal de choses. Alors bien sûr davantage dans les métropoles, mais également dans d'autres territoires. Donc tous les secteurs sont concernés. Je peux citer l'eau avec la ville de Nevers qui expérimente depuis plus d'1 an avec l'entreprise Lacroix le recours à l'IA pour détecter et prédire les fuites d'eau. Et puis on peut citer la start-up Liquimity qui a développé un algorithme, elle, pour rechercher des fuites, mais également optimiser du coup la gestion des réseaux en ciblant le renouvellement aux endroits les plus utiles. Et là, à ce propos, nous cofinançons par exemple la réalisation d'un jumeau numérique des réseaux d'eau de la communauté d'agglo des Portes de l'Isère qui souhaite tester cette solution. D'autres exemples, c'est la formation. La région Occitanie utilise l'IA sur la formation professionnelle. En fait, ils utilisent l'IA pour analyser des milliers d'annonces d'emploi émises par les entreprises du territoire et du coup anticiper les besoins en compétences. Les initiatives se multiplient. Aujourd'hui, je lisais dans Le Parisien que Bourges expérimente depuis 1 mois l'utilisation de caméras pour identifier les auteurs de dépôts sauvages. Et puis, il faut noter que l'appel à projet de l'État France 2030, territoire connecté, territoire intelligent et durable, volet, démonstrateur, j'y arrive. Donc ça, c'est un appel à projet de l'État France 2030 qui est opéré par la Banque des territoires. Et cette année, on a eu 4 lauréats sur l'intelligence artificielle. Et les 4 sont, on va citer Bordeaux Métropole et Noisy-le-Grand qui, eux, utilisent l'IA pour modéliser les consommations énergétiques des bâtiments, simuler l'impact et prioriser les rénovations. On a, tu en parlais, Pierre, des jumeaux numériques, le GIP Vendée Numérique, qui veut utiliser l'IA pour analyser, traiter les données LIDAR et les intégrer dans un jumeau numérique. Et puis, on peut citer enfin Metz, l'Eurométropole de Metz, qui, eux, utilisent l'IA pour faire une analyse automatique d'images pour optimiser l'ensemble des activités de nettoyage et de propreté. On avait fait un guide de l'IA il y a quelques années et on voyait qu'on était un peu en avance de phase en fait sur ces sujets. On avait trouvé peu de cas d'usage et aujourd'hui, on voit qu'ils commencent vraiment à émerger. Alors Jeanne, on reviendra bien sûr parce qu'on va évoquer aussi rapidement le temps court, hein, ça fait déjà une bonne heure que nous sommes ensemble. On va évoquer l'IA générative rapidement. Mais auparavant, Vincent, comment trouver l'équilibre entre l'encadrement, les règles, on en a parlé, et puis aussi l'environnement. On n'en parle pas assez aussi de l'environnement. Alors ça, c'est une grande question. Je pense qu'il y a la discussion aujourd'hui montre qu'il y a consensus sur la nécessité d'avoir un cadre
d'avoir une réglementation. Et je pense que le sujet est maintenant bien intégré et pris en compte par les différentes autorités. L'accord de Bletchley qui a été évoqué tout à l'heure, signé il y a un mois, qui est un accord signé par des pays mondialement, hein, la Chine, l'Europe, les États-Unis, les Act qui est en cours. Donc le sujet, je pense, est maintenant intégré comme étant un sujet prioritaire. Pour la réglementation, bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire. Mais quand on aborde ce sujet, arrive souvent la question de où mettre le curseur. À savoir, si on met le curseur trop haut avec trop de limites, la contrepartie, c'est le risque de freiner l'innovation. Et bien sûr, si on met le curseur trop bas, la contrepartie, c'est ouvrir la porte à un certain nombre de risques. Donc, certainement, il y aura un ajustement à trouver. On est en train de construire le chemin et on avance sur ce chemin-là. Donc, il y aura un ajustement à trouver. Et en particulier vis-à-vis des PME, qui n'ont pas forcément les capacités à facilement intégrer toute la réglementation, etc. Donc c'est une question récurrente quand on aborde ce sujet de la réglementation autour de l'IA. C'est une question récurrente qui est soulevée et qu'il faudra adresser et ajuster. C'est une question politique. Oui, alors Eric, vous voulez rebondir certainement sur Vincent, et après j'ai une question pour vous. Non, en fait, je suis d'accord, tout à fait d'accord, et je pense qu'il y a une notion, on l'a peu évoqué aujourd'hui, mais il y a une notion de gouvernance en fait. On a parlé de technologie, on a parlé des cas d'usage, mais à un moment, je pense on a parlé de régulation, à un moment, la gouvernance, c'est vraiment comment je pilote au sein des organisations, en fait, mon intelligence artificielle. Est-ce que j'en ai? Quel est mon inventaire? Quelle est la transparence que j'ai des algorithmes qui constituent les socles de mes applications? Quels sont les impacts d'un point de vue humain, au sens ressources humaines du terme, la protection de la donnée? Donc tout ça au sens gouvernance, je pense, c'est un point qui est important pour chapeauter les usages de l'IA dans les organisations, de quelque taille que les organisations soient. Voilà, c'est le point que je voulais rebondir. Eric, quand on parle de cybersécurité, vous pensez que tout va être simplifié grâce à l'intelligence artificielle ou pas? Simplifier, c'est un grand mot. Non, je ne dirais pas simplifier, je dirais plutôt on va être plus efficace. On va être plus efficace. Comme je disais tout à l'heure, le flot d'informations, il est colossal, il ne va pas s'arrêter. Je dis toujours, c'est que l'ennemi numéro un, beaucoup de gens pensent que c'est le hacker, que c'est l'acteur malveillant, le pirate informatique. Mais je pense que l'ennemi numéro un, c'est aussi le temps. Le temps est incompressible et tout le temps qu'on peut gagner à détecter, à contenir, à remédier une attaque informatique, c'est de l'argent qui est gagné, c'est de la protection de la marque, c'est des coûts de redémarrage des infrastructures. Donc, je ne parle même pas de la convergence entre les mondes industriels et le monde informatique. Donc, je dirais, ça ne simplifiera pas, mais ça va nous permettre d'être plus efficaces dans ce monde numérique hyper connecté dans lequel nous vivons. Voilà. Simplification, ce serait un petit peu prétentieux. Audrey, dans ce que vous entendez aujourd'hui, pour vous, le chemin est encore long au niveau de l'encadrement, au niveau de l'éthique, ou alors on est vraiment sur la bonne voie? Parlez-nous franchement, Audrey. Non, je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, l'encadrement vraiment normatif, au sens textuel, il va prendre encore un peu de temps. Mais il y a des choses, d'ores et déjà, qui peuvent se mettre en place dans les territoires. Alors moi, c'est vrai que je suis d'accord avec beaucoup de choses, entre tout ce qui vient de se dire, et notamment sur la gouvernance. Alors la gouvernance, derrière le mot gouvernance, on peut mettre beaucoup de choses. Hein. Il y a l'aspect effectivement humain, technique et organisationnel. Il y a des choses qu'on avait vues à l'époque déjà en matière de la donnée, c'est ce qu'on appelait des chartes sur la gouvernance de la donnée, ce qui peut d'ores et déjà se voir émerger pour aller dans le sens de la sensibilisation des élus, des agents, pour aller dans une meilleure sensibilisation
de l'usage de faire l'IA et surtout que l'IA soit inclusive, c'est-à-dire qu'elle soit accessible à tous, c'est de mettre en place des chartes éthiques, on va dire, de l'IA sur les territoires. Des chartes qui, effectivement, entre guillemets, posent un certain nombre de règles sur comment recourir à l'IA, pour quel sujet, dans quelle limite, que faire des données collectées grâce à l'IA, quelle transparence donner justement aux administrés, quel niveau de formation et de partage des données avoir entre les membres d'un même territoire. Il y a tout un écosystème, en tout cas lié à la gouvernance de l'IA, qui peut d'ores et déjà être mis en place sur les territoires. Après, il y a des choses qui vont se faire peut-être par cas d'usage en fonction de la finalité du recours à l'IA. On le voit, on l'a déjà vu sur la vidéoprotection, le recours à l'IA est un sujet assez sensible qui est d'ailleurs toujours pas complètement tranché. On voit quand même une avancée justement en vue des JO 2024, mais avec un recours partiel justement à l'IA pour justement des raisons éthiques. Et puis derrière, il y a quel rôle justement va aussi jouer la CNIL sur l'encadrement de l'IA et toutes les mesures qui doivent être prises justement pour renforcer le respect du RGPD. Donc, il y a un droit souple, à mon avis, qui va se construire au niveau national petit à petit, en attendant qu'il y ait effectivement un cadre normatif au niveau européen qui se dessine. Mais d'ores et déjà, les territoires ont une marge de manœuvre en fonction de leur propre sensibilité, de leurs besoins et de la vision aussi politique qu'on peut avoir sur ce sujet. Donc, il ne faut pas du tout aujourd'hui s'empêcher d'avoir sa propre doctrine et de recourir à l'IA de manière encadrée. Alors, merci Audrey. Je parlais d'IA générative. Alors, on en est presque au début de l'IA et déjà on nous parle d'IA générative. C'est ce que vous évoquez, Jeanne Carrez, l'IA générative. Ça commence un peu à fleurir au niveau des territoires. Vous avez des échos au niveau de la Banque des territoires aussi, notamment, et après on donnera la parole à Patrick Molinoz. Alors, ce qu'on voit sur les outils de Generative AI, ils sont principalement à traiter de 3 sujets. Ils peuvent créer du contenu à partir de quelques instructions, à partir de quelques mots, et pour créer pour aller dans la création d'idées, ils peuvent nous aider à affiner, réécrire des textes, et puis résumer un large corpus de textes et faire émerger des liens entre les documents que l'humain n'aurait pas vus. On voit bien là-dessus que tous les travailleurs vont être, et beaucoup sont déjà impactés, et on sera comme des travailleurs augmentés, capables de faire plus de tâches en moins de temps. Bien entendu, tout ça, et on en a parlé tout du long, doit être réglementé, régulé, etc. Mais il y a déjà des études qui ont été menées aux États-Unis et en France qui montrent que les travailleurs qui utilisent l'IA générative en sont très satisfaits, et en fait à un niveau de satisfaction hyper élevé. Je vous invite, c'est Matrice qui avait fait cette étude avec le ministère du Travail, je crois. Et on peut imaginer que des outils d'IA vont nous aider à dépouiller, je sais pas moi, les réponses à nos appels d'offres. Et les LLM, donc les larges language modèles, donc les outils d'IA générative, nous permettent aussi en fait de créer des services numériques à moindre coût. Ils sont de plus en plus impressionnants dans la génération de code. Donc en fait, une DSI pourra créer très facilement une petite appli de stationnement. Il va peut-être y avoir un essor dans la création d'outils, mais attention sur ce sujet vraiment à l'obésité numérique. C'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on voit que le sujet de sobriété numérique, d'utiliser la donnée utile et pas toute, etc., c'est hyper important. Et alors, pour répondre à ta question, dans les territoires aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu ? Pas grand-chose. Peut-être quelques chatbots, mais je ne suis pas sûre. On voit qu'en termes d'usage, on peut parler de la start-up Delibia. C'est une start-up qui a un moteur de recherche des délibérations publiques, qui permet d'obtenir des infos sur les politiques publiques mises en place dans les collectivités. Et leur prochaine version va permettre de classifier automatiquement les délibérations. Sur ce qui s'est vraiment fait par les territoires, j'ai pas forcément d'exemple. En revanche, ce qu'on voit, c'est Montpellier. C'est assez intéressant. Donc, vous l'avez certainement vu, en mars 2023, a interdit à ses services l'utilisation de ChatGPT. Mais en fait, c'était beaucoup plus une interrogation qu'une interdiction. La ville pose la question
de l'utilisation de ces données par des algorithmes dont l'utilisation est opaque, et du coup elle s'inquiète de la protection des données des habitants. Si ChatGPT est utilisé par les agents et du coup et que les agents mettent les données des habitants dans ChatGPT, quelle protection des données? Du coup, elle a lancé 2 initiatives et vous en avez parlé tous aujourd'hui, très intéressantes, dont on a hâte de voir les résultats. C'est une convention citoyenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc Montpellier l'a lancée, et puis l'élaboration d'une stratégie publique pour l'utilisation des données et de l'IA dans le service public. Audrey, tu parlais aussi de sujets de gouvernance. Nous, on est partenaire de l'association Les Interconnectés, qui est qui accompagne les collectivités locales, France urbaine et Intercommunalité de France au numérique. On a rédigé avec eux et on a publié un guide des chartes de la donnée pour que les collectivités puissent se saisir d'un exemple de guide de charte territoriale de la donnée. Et on travaille avec eux aujourd'hui, mais c'est vraiment le début sur ces sujets en matière d'IA aussi. Merci Jeanne. Alors une dernière question pour Patrick, une question qui vient du public, et après je vous demanderai quelques mots de conclusion parce qu'on arrive pratiquement au terme de notre table ronde. Pour Patrick Molinoz, qui vient du public, donc par rapport au pôle numérique, comment traduire l'importance et la transversalité du numérique dans l'action des pouvoirs locaux? Quel outil juridique de planification? Quel outil? Je suis pas sûr qu'il y ait besoin. Cette question ne me pardon. Hein, je suis pas sûr d'en mesurer toutes les implications. Un outil juridique de planification, il existe. Ça s'appelle la SCORAN, la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique, dans laquelle il doit y avoir une dimension usage, et donc dans laquelle on devrait pouvoir intégrer. Moi, je suis pas extrêmement fan de la création de nouveaux outils en permanence quand on a des choses qui déjà sont un peu stabilisées et qui existent. Il faut pouvoir mobiliser les acteurs. Il y a quand même différents niveaux d'intervention. Il y a une question de réglementation, de qu'est-ce que l'industrie a le droit, pas le droit de faire. Il y a la manière dont les collectivités peuvent ou pas s'emparer de tel et tel sujet. Et puis il y a la question absolument majeure de l'ingénierie, enfin le vrai sujet. Il y a la question de la sensibilisation politique, du portage politique que j'ai posé comme premier sujet. Mais derrière ça, on a besoin d'une ingénierie et d'une ingénierie publique qui soit à la hauteur. Or, l'ingénierie, j'entendais l'intervenante de la Caisse des dépôts, c'est très bien ce que vous dites, madame, mais les collectivités qui ont les moyens de porter ces sujets sont très peu nombreuses. Et on ne peut pas laisser 90% du territoire, même si ça représente une petite portion de population, en dehors de ces sujets. Sinon, on accentue des fractures territoriales, géographiques, politiques, et qui en général se traduisent, enfin, c'est un des éléments qui contribue à la polarisation du débat et à l'extrémisation et au désamour de nos concitoyens, soit pour l'engagement démocratique, soit quand ils restent dans l'engagement démocratique, c'est pour se tourner vers des gens qui n'apportent que des solutions, en l'occurrence, que des réponses à l'emporte-pièce qui contribuent encore une fois à la polarisation du débat. Donc la question de l'ingénierie et des moyens dont on dispose pour comprendre ce qui se passe est vraiment centrale. Donc je ne sais pas s'il faut un outil. Il y a un outil de planification, ça s'appelle la SCORAN, ça pourrait sans doute servir de cadre de réflexion. Merci Patrick. Nous arrivons. Ah, Jeanne veut réagir. Oui, Jeanne. Oui, Jeanne. Juste un petit mot, Pat, ce que je disais dans mon intro. En fait, nous, on est tout à fait conscients de la nécessité d'accompagner justement les plus petits territoires. Et c'est d'ailleurs eux nos cibles. On accompagne très peu les métropoles sur ces sujets qui ont moins besoin de nous. Et donc, on a lancé tout un parcours d'accompagnement dans lequel on peut accompagner donc toutes les collectivités qui le souhaitent sur ces sujets en ingénierie.
via du cofinancement d'études ou de la mise à disposition de jours-hommes de conseil. Et on travaille également à de la formation. Donc nous, on n'est pas un organisme de formation, mais on est en train de monter avec des partenaires des formations qu'on puisse diffuser. Alors aux techniciens, puis à regarder aussi aux élus dans un deuxième temps. Nous, on essaie vraiment d'accompagner les territoires. L'outil principal pour la formation, méfions-nous aussi des systèmes et des financements qui vont à des organismes de formation qui, ma foi, vivent parfois bien de ces sujets. C'est dans la formation initiale que les choses se jouent, et c'est dans la formation spécifique des agents publics pour ce qui concerne les pouvoirs publics que les choses se jouent. Donc c'est CNFPT et centres de gestion dans leur parcours de formation qu'il faut que de plus en plus ces sujets soient complètement intégrés. Je crois qu'ils le sont d'ailleurs de plus en plus. Mais il faut massifier l'appréhension, la compréhension du sujet. Pardon. Excusez-moi d'avoir repris la parole sans que vous me l'ayez donné. Non, Patrick, vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. Alors, le temps court, on y reviendra bien évidemment en 2024. Le sujet est vaste, immense. Je vais vous demander quelques mots de conclusion aux uns et aux autres, et bien évidemment, honneur aux dames. Jeanne, allez, à vous, quelques mots de conclusion. Alors, du coup, pour nous, notre boussole aujourd'hui, notre grand défi, enfin un de nos grands défis, c'est la transformation écologique. S'il y a peut y contribuer, il faut pas s'en priver, tout en se préoccupant, je le disais tout à l'heure, de sobriété numérique. On voit bien le gouffre de questions que ça pose: éthique, souveraineté, démocratie, le fait que aussi des questions de formation. Mais pour nous, et c'est ce que je disais, les territoires doivent monter en compétence et s'emparer de ces sujets pour ne pas subir, parce que de toute façon, on subira les bouleversements à venir. Audrey. Oui. Alors, plusieurs choses. Moi, je partais du principe de faire un usage proportionné de l'IA et de le placer là où on en a vraiment besoin, et de ne pas remplacer l'intelligence humaine justement sur des sujets régaliens ou des sujets qui touchent les libertés fondamentales. Deuxième point, je pense que l'IA va aussi rebooster tous les points de vigilance en matière de protection de la donnée et de cybersécurité. Et il ne faut pas oublier que sur ce point-là, il y a la directive NIS 2 qui va inciter les territoires à renforcer un certain nombre de mesures justement sur ce point, ce qui va venir dans le sens des points de vigilance de l'IA. Et le troisième point, donc, c'est la culturation, encore une fois, et la sensibilisation des agents sur l'opportunité de recourir à l'IA. Merci Audrey. Vincent, quelques mots rapides, s'il vous plaît, de conclusion. On a beaucoup parlé des limites, des risques, mais je pense que l'IA existe déjà aujourd'hui. Elle a démontré les bénéfices qu'elle peut apporter. Il y a des potentialités énormes. Donc, comme on s'adresse en particulier aux collectivités locales, moi j'invite vraiment les collectivités à s'intéresser à ce sujet. Et il y a une bonne nouvelle qui peut-être répondra au moins en partie au risque d'avoir une différenciation entre les différentes collectivités, c'est que l'intelligence artificielle passe très bien à l'échelle. Donc partagez ce qui marche pour vous. Il y a de très bonnes chances que ça marchera pour d'autres aussi. Éric ? Je dirais, personnellement, je suis convaincu en fait des avantages de ces technologies. Attention à ce qu'on a dit tout à l'heure en termes bien évidemment de régulation et de gouvernance. Et à ce titre, en fait, je vous invite, on a sondé, on a fait une étude auprès de 8000 décideurs informatiques dans 30 pays, en fait, sur un état de l'art un petit peu de leur stratégie vis-à-vis de l'IA. Et en fait, donc c'est disponible sur le site de Cisco. Et en fait, un point important qui ressort de cette étude, c'est que 61% des gens disent: si je mets pas en place une stratégie autour de l'IA dans mon organisation, quelle qu'elle soit, eh bien, je vais être dans une situation difficile en termes de compétitivité, en fait. Donc, pour les collectivités territoriales, ça s'applique bien évidemment aussi. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment se lancer avec la plus grande discipline et rigueur. Merci Pierre. Avant de laisser la parole à Patrick Molinos, pardon. Pierre Ferrari.
Oui, pour conclure de mon côté, bon, l'IA c'est une réalité, on l'a vu au cours de ces échanges, de ce débat. C'est un enjeu pour les collectivités territoriales du présent et de l'avenir. Les collectivités doivent s'en saisir avec parcimonie, mais doivent s'en saisir. Et donc, pour nous, à notre échelle, il est nécessaire de mettre l'IA au service des politiques publiques. Ça, c'est indispensable. Au service aussi de la vie publique, à nos élus de s'en saisir, dans le cadre qui a été évoqué par Monsieur Molinaz tout à l'heure. Et puis également, à notre niveau, en tant que cadre de collectivité, mais l'IA au service de la transformation des métiers de la fonction publique territoriale. Il ne faut pas se le cacher, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il y aura forcément un impact sur les métiers au sein des collectivités. Et donc, il faut qu'on puisse prendre ce virage le plus rapidement possible. Merci Pierre. Patrick ? Je vais finir sur le café du commerce. Non, mais en vous disant des banalités. Mais la banalité, c'est que cette révolution technologique, quand bien même elle pourrait faire peur à certains, on ne peut pas et on ne doit pas l'empêcher. Simplement, il faut être en capacité de la maîtriser et de la maîtriser politiquement. Oui, nous en avons besoin. Oui, ça apporte 1000 et ça apportera 1000 bienfaits si c'est bien utilisé. Mais il faut encore une fois être en capacité d'en maîtriser la totalité du spectre, de ne pas ignorer les dangers qui sont afférents. C'est aussi une question démocratique dans le sens où la maîtrise de la donnée, sa protection, sa gestion ne sont pas des sujets anodins. Encore une fois dans un univers géopolitique et géostratégique extrêmement bouleversé, où des choses qui peuvent n'avoir l'air de rien au quotidien peuvent prendre une dimension de sécurité, de protection des populations extrêmement importante si elles sont détournées ou mal utilisées. Donc c'est la question de la relation à la technologie. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Elle est ce qu'on en fait. Les potentialités derrière le déploiement des algorithmes, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, dépassent sans doute même nos capacités d'imagination à ce stade. Donc il ne faut pas s'interdire d'avancer, mais il faut le faire le plus possible les yeux ouverts. Et pour le faire les yeux ouverts, il faut que les pouvoirs publics et les décideurs publics soient en capacité de maîtriser la technologie. Elle ne peut pas être enfermée dans les seules mains de techniciens, d'ingénieurs ou d'acteurs privés qui ont leur logique parfaitement respectable, mais qui n'est pas celle de l'appréhension globale qui doit être au cœur de l'engagement politique. Merci Patrick. On le voit, on l'a entendu, l'IA fait débat au cœur même des territoires. Les projets sont là, tout est là. Effectivement, on l'a ressenti aujourd'hui à travers ce plateau, des craintes justifiées. On y reviendra tout au long de cette année 2024, car l'IA sera aussi au cœur de la démarche de la mission Écoterre France et Territoires Numériques. En tout cas, merci, un grand merci à nos amis intervenants aujourd'hui qui étaient en plateau ou en duplex. Vous nous avez, personnellement, vous m'avez éclairé et j'espère qu'il en est de même pour notre nombreux public. Merci aux émotionneurs. Bien évidemment, c'est une dernière ici. Et ce n'est pas la dernière de nos rendez-vous annuels. Bien évidemment, on va se retrouver dans quelques semaines dans un autre lieu, quasi identique, mais vous verrez, ce sera encore mieux et toujours mieux avec la mission Écoterre et les émotionneurs. Merci à Quentin Lemiestre qui m'a aidé à monter et à préparer ce plateau. Donc, je le disais, on se retrouvera en 2024. Le jour, le thème vous seront communiqués ultérieurement. Vous suivez bien évidemment l'actualité de la mission Écoterre sur www.ecoterre.org. Un petit salut amical à nos amis québécois, ils sont de plus en plus nombreux, et à nos amis d'Iveo. Et puis je me permets aussi un salut amical à notre nouveau président, Denis Thuriot, maire de Nevers et président de l'Agglo. Vous voyez, Nevers et la Bourgogne-Franche-Comté, notamment avec Patrick, ce sont des territoires et un territoire d'innovation, un territoire qui bouge. Personnellement, j'ai aussi une tendresse particulière aussi pour ce territoire. Nous vivons dans un pays magnifique. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.
Mhm.